ci passeremo a Marie-Christiane Maitra, che parlerà su archeologia e miniere, parlerà con diapositivi, parlerà all'inizio lei mi ha detto prima, in italiano, poi in francese, ma anche parlerà, mi pare, della zona di questi castelli, perché nell'ultimo giorno abbiamo sentito molto di insediamenti, ora cambia tema. Sì, grazie. Ringrazio prima gli organizzatori per l'accoglio, sono molto felice di essere qui. Faccio soltanto una piccola introduzione in italiano perché il mio italiano è piuttosto brutto e non ho abbastanza vocabolario per fare una relazione completa in italiano. Mi scusi, ti prego di mi scusare. Voglio parlare del soggetto delle miniere perché è un soggetto che mi pare molto importante, perché il metallo è dappertutto, negli armi, nella costruzione, nelle monete, è un tipo di produzione che entra nella società medievale e per vari punti. E Riccardo ha subito capito tutta l'importanza di questo soggetto e nell'anno 1985 penso, sì, ha preso contatto con me perché in Francia abbiamo sviluppato una ricerca sulle miniere un po' prima dell'Italia. E dunque lui voleva capire come facciamo tutto il metodologico, sì, di questa ricerca. E dunque ho cominciato a lavorare con Riccardo e dopo è andato a vedere in Inghilterra, in Spagna, un po' dappertutto. E oggi voglio soltanto parlare del mio lavoro, del lavoro di Riccardo con me. E ho preso come esempio due siti, il sito di Brande che si trova in Francia sul quale lavoro e il sito di San Silvestro, perché è per questo sito di Brande che Riccardo ha preso contatto con i lavoratori francesi, i ricercatori francesi, perché tra San Silvestro e Brande sono tanti punti comuni, è un villaggio artificiale e questi due siti permettono di si rendere conto di tutti gli aspetti che possono essere interessanti attraverso la storia delle miniere. Si, je continue en français. Je parlerai lentement. Je pars de l'exemple du site de Brande et de San Silvestro parce que ma collaboration avec Riccardo a surtout concerné le site de San Silvestro et je souhaite montrer par cette communication combien Riccardo Frankovic a tout de suite imaginé une étude complète, intégrée, de tous les aspects qui pouvaient être soulevés par les mines. Alors, il est venu chercher finalement une méthode en France, mais il a tout de suite dépassé cette méthode, en particulier sur certains thèmes, et j'y reviendrai dans le cours de la relation, puisque en France, nous avons commencé surtout par l'histoire des techniques minières, techniques métallurgiques, qui étaient intéressantes, qui étaient à écrire, mais souvent, les chercheurs se sont contentés ou limités à cet aspect purement technique, alors que bien évidemment, le sujet est beaucoup plus vaste que ça, et Riccardo Frankovic a tout de suite imaginé et conçu une recherche totale, complète, dans laquelle, je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit, les sources écrites sont importantes, bien évidemment, parce que la production de métal génère des conflits entre seigneurs, génère
des coûts, des dépenses, c'est un rapport. Donc, ce sont des documents, ce sont des sources que l'on ne peut trouver qu'à partir des documents écrits. En revanche, pour ce qui est de l'histoire de l'occupation du sol, du territoire, des paysages, des techniques minières et métallurgiques, seule l'archéologie, pour le moment, permet d'aborder ces questions-là. Alors, voici les deux sites en question. Vous avez San Silvestre, que tout le monde connaît, et Brande, qui se trouve donc dans les Alpes françaises. Dans les deux cas, nous sommes en présence d'un village totalement artificiel qui n'a été créé que sur la volonté d'un seigneur, une volonté seigneuriale, pour gérer, exploiter, surveiller la gestion d'un produit, le métal, le minerai, puis le métal, qui a une forte valeur stratégique et une forte valeur marchande. Donc, à partir de ces deux sites, il est possible de décliner un po' pesante. Dunque, sì. Si vede un po'. Sì. À partir de ces deux sites, il est possible de décliner toute une série de problématiques parce que ces deux sites ont la chance de posséder donc une fortification, une église, des sépultures, des mines, des ateliers, des forges et enfin des habitations. Et dans les deux cas, les deux villages bénéficient de sources également écrites. La question du pouvoir, et je vais abréger un petit peu parce que ces questions-là ont déjà été évoquées à différentes reprises dans les communications précédentes, mais i castelli minerari, Riccardo a tout de suite compris et orienté sa recherche sur cette question des châteaux miniers, castelli minerari, et c'est en ça que je dis qu'il est allé beaucoup plus vite que la recherche qui s'est faite dans les autres pays, et en particulier en France, parce que c'est une notion que nous avons encore du mal à faire admettre de la part des historiens purs et durs. Et pourtant, il est bien évident que ces territoires, en particulier la Toscane, les monts métallifères de Toscane, ou certaines autres régions de France, sont totalement quadrillés par des châteaux qui n'ont pas beaucoup de rapport avec les voies de communication, qu'elles soient fluviales ou terrestres. Et en fait, manifestement, ces châteaux ne sont là que pour surveiller des territoires miniers. Et ça, Riccardo Francovic l'a compris tout de suite et a tout de suite orienté une recherche dans ce domaine-là. Les publications en témoignent. Voilà. Donc, la Roque, bien évidemment. Et pour ce qui est de Brande, nous avons un site de fortification. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. Bien. Donc, l'histoire de la gestion du territoire, de l'organisation du territoire en fonction des ressources minières, est un sujet qui a été largement débattu, oui, par Riccardo, et il est allé s'informer de ce qui se passait effectivement en Andalousie, en Angleterre et en France. La question des hommes, parce que je pense que tout au long de la réflexion de Riccardo Francovic, l'homme est au centre, bien sûr, de toutes ces questions, et il a conceptualisé, bien sûr, beaucoup de choses, mais il est aussi toujours, me semble-t-il, resté au niveau de l'homme, de l'étude de l'homme, et dans ce qu'il a de plus intime, finalement, et en particulier dans la relation qu'il a à la religion. Et nous avons beaucoup discuté à différentes reprises sur les croyances, les mentalités des mineurs, et en particulier, il était très intéressé par la vocation de certains saints qui étaient particulièrement appréciés par les mineurs au Moyen-Âge, avant de Sainte-Barbe, qui est devenue la patronne officielle des mineurs, mais un petit peu plus tard. Et le travail qu'il a mené sur l'église de Rocca San Silvestro a été conduit un petit peu en parallèle avec celui que nous avons fait sur l'église de Saint-Nicolas de Brande. Et ça nous a également permis de travailler sur les squelettes humains, c'est-à-dire sur les hommes qui ont été les mineurs, qui ont été les métallurgistes. Et la question des maladies professionnelles et de l'impact de ce métier sur les individus eux-mêmes est quelque chose qui a entraîné un certain nombre de discussions à tous les niveaux,
avec Riccardo Francovic. De la même façon, je balaye un petit peu vite les différents thèmes sur lesquels nous avons débattu. Et un autre thème qui paraissait très important et qui est très important, c'est la question de la culture matérielle, en quelque sorte, de la société qui s'est développée autour de ces mines. On a une vision, avant le développement de l'archéologie, à propos de sites miniers, l'idée était plutôt, on avait la vision de l'Antiquité où finalement les mineurs étaient plus ou moins des condamnés. Et puis après, on a la grande vision qui démarre avec les traités qui se développent, comme le De Re Metallica ou d'autres traités que Riccardo avait compulsé, lu, intégré très vite. L'idée est que entre l'Antiquité et le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on ne savait pas trop ce qui se passait au niveau des mines et quel était le statut finalement des individus qui pratiquaient cette activité, c'est-à-dire les ouvriers eux-mêmes. Le site de San Silvestro, le site de Brande et d'autres sites auxquels Riccardo s'est intéressé a montré que finalement les mineurs, et les sources écrites complètent bien ce portrait du mineur du Moyen-Âge, le mineur en particulier pour les minerais mixtes, c'est-à-dire tous ceux qui plus ou moins contiennent de l'argent, sont des gens qui ont un savoir-faire qui est reconnu, qui est apprécié, qui est recherché par les puissants. Et la fouille d'habitats comme à San Silvestre ou à Brande a permis de retrouver un certain nombre d'objets liés à la vie quotidienne de ces mineurs, à leur niveau de vie, aussi bien pour ce qui est de l'aménagement des maisons que pour ce qui est des loisirs, des parures. Donc ici, ce sont des objets qui ont été trouvés à Brande. La diapositive que j'ai sur San Silvestre est de moins bonne qualité, je n'avais pas ce qu'il me fallait, mais la conclusion est que dans les deux cas, on peut montrer, et c'est généralisable, ça peut devenir un modèle, on peut montrer que la société des mineurs est une société aisée. Et donc, ça place dans la hiérarchie sociale par rapport à d'autres artisanats comme les potiers, les tisserands, ça donne une place différente aux artisans du métal et aux mineurs. Et donc cette question de la civilisation, enfin de la société finalement, de la culture matérielle liée à l'activité minière et métallurgique, les sites comme San Silvestro et Brande ont largement fait progresser le débat. Et c'est pour ça que Riccardo Francovic est venu à différentes reprises. Il n'aimait pas forcément beaucoup venir en France, il ne voulait pas parler français, il me l'a dit également à plusieurs reprises, mais Brande, il est venu quand même plusieurs fois, parce que justement le confronto avec San Silvestro l'intéressait beaucoup. Alors les mines, bien sûr, les mines. C'est là où finalement l'apport de la France, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça comme ça, mais l'apport de la France a été le plus important, c'est sur la méthodologie pour étudier précisément les mines. Donc les mines, les techniques habituelles de l'archéologie ne sont pas suffisantes pour étudier les mines. Il a fallu mettre au point d'autres méthodes et c'est de ce point de vue-là que l'échange a été aussi assez fructueux. Alors ça, ce sont des vues de Brande, et pour vous montrer que la mine est un milieu souterrain, par définition, et donc pour pouvoir étudier ces sites, eh bien, il faut posséder une certaine méthodologie, mettre au point, et Riccardo était très avide, très intéressé de connaître toutes ces techniques pour pouvoir après les développer, et c'est ce qu'il a fait, bien sûr, en Italie. Donc j'ai mis c'est sombre. En bas à gauche de l'écran, vous avez une vue d'une galerie que nous appelons encore aujourd'hui la Galerie des Italiens, parce qu'il y a eu échange d'étudiants entre Riccardo et moi, et quelques étudiants, dont Sandra Cassini, sont venus à Brande pour se former, et cette galerie-là a été étudiée et désobstruée par les étudiants de Riccardo. Alors, les méthodes, bien sûr,
eh bien, il y a toutes les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les sources écrites. Mais le bémol des sources écrites, c'est qu'elles permettent une étude économique et politique de l'activité minière et métallurgique, mais elles ne permettent pas de connaître les techniques employées par les hommes pour extraire et transformer le minerai. Il y a bien sûr les sources iconographiques, que l'on utilise à chaque fois et que Ricardo a largement utilisé, sachant que l'iconographie médiévale est relativement pauvre pour ce qui concerne cette histoire particulière. Alors, l'échange a été très fructueux en ce qui a concerné la méthodologie spécifique pour étudier les vestiges souterrains. Eh bien, pour ça, il faut mettre en pratique une archéologie spéléologique, si je peux employer cette expression, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer sous terre et ça suppose un certain nombre de contraintes puisque les relevés, les photos doivent avoir la même précision que de l'archéologie de surface, mais dans des conditions de déplacement qui sont bien plus contraignantes. Donc voilà une vue à gauche du milieu souterrain. On est quelquefois dans des espaces qui sont très très larges, où l'on tient debout, même au-delà, et puis à d'autres moments, comme à droite, les espaces sont très confinés, et faire des dessins, faire des relevés, on n'utilise pas de tachéomètre, ni de lunettes de chantier dans ces cas-là. C'est impossible d'amener ces appareils sous terre, donc il y a toute une autre méthodologie qui a été mise en œuvre, et avec décamètre, boussole, comme on fait des cheminements, et ça permet de faire des relevés souterrains très précis. Alors, pour comprendre les techniques que les hommes ont employées pour abattre le minerai, eh bien, il y a évidemment la découverte des outils, comme l'outil qui est en haut à gauche, qui est une pointe-rolle, et puis il y a d'autres formes d'outils, et à chaque fois, la comparaison se fait entre la découverte des objets, l'iconographie, même si elle est un petit peu postérieure au Moyen-Âge, et puis surtout les traces d'outils sur les parois qui renseignent énormément. Et ça, Ricardo a été très, très désireux de voir un maximum de sites. Donc, il est venu en voir un certain nombre en France. Et en Toscane, nous en avons visité aussi un très grand nombre pour pouvoir comprendre un petit peu ce que nous apprenaient ces différentes traces d'outils. Donc, ce que je vous avais montré, je vous ai montré à la diapositive précédente, c'était des traces d'outils pour de l'abattage par percussion. Donc, et il existait aussi une méthode qui était très répandue, qui était l'abattage au feu. Donc, iconographie encore une fois. Et puis, des formes de galeries très particulières que l'on reconnaît à partir du moment où on a une galerie relativement ronde ou avec des parois curvilignes comme en bas à droite, eh bien, on est à peu près sûr d'être dans une technique d'abattage au feu. Donc voilà un petit peu les différentes ficelles, les différentes techniques qui ont été transmises finalement et qui ont permis d'étudier notamment les minières de San Silvestre. Donc nous sommes venus 6 ans travailler à San Silvestre et voilà un petit peu à quoi ressemblaient les galeries, les chantiers souterrains, donc les traces d'outils en bas à gauche, la technique spéléologique. Et toutes ces méthodes ont été appliquées finalement dans les mines autour de San Silvestre pour comprendre comment elles avaient fonctionné. Et ça a permis de faire des restitutions comme celle que vous voyez à droite, San Silvestre, pendant qu'en France, on faisait à peu près la même chose. On tentait de faire des restitutions sur l'organisation de l'espace souterrain, comment les mineurs travaillaient, comment ils géraient leur espace, comment ils géraient leur stérile, leur déblai. Tous ces aspects purement techniques, je rentre peut-être un petit peu dans les détails, mais c'est parce que seule l'archéologie permet de les aborder. Ce ne sont pas les sources écrites, en l'occurrence, qui permettront d'aborder ces aspects-là. En revanche, tout l'aspect économique, politique, vient des sources écrites. Alors très vite, Ricardo Frankovic a voulu mettre en œuvre toute la dimension possible. Alors il a beaucoup fait appel aux collaborations avec d'autres corps de métier, comme d'autres types de chercheurs, comme les géologues, puisque bien sûr les mines dépendent de la géologie du terrain. Donc il a ouvert très largement son champ de recherche en collaborant avec
avec des archéomètres, des chimistes, des physiciens, des géologues, de façon à pouvoir aborder vraiment de façon intégrée tous les aspects de cette recherche. Et très tôt, il a mis en œuvre il a tenté de l'archéologie expérimentale. Et à cette occasion-là, ça s'était passé à Rocca-San-Silvestre. Et il avait amené sur le site des chercheurs anglais comme Peter Crew, qui faisait beaucoup d'expérimentations, des chercheurs allemands, et, français, anglais. Donc ça a été l'occasion d'un très grand rassemblement et d'un très grand échange d'idées autour de l'expérimentation pour la métallurgie. C'est aussi la même année, en 91, qu'il a organisé un cycle de conférences donc à Pontignano sur les techniques extractives et métallurgiques, qui ont été publiées, bien sûr. Donc, la dimension européenne a tout de suite été prise en compte des échanges européens par Ricardo. La valorisation, eh bien, je crois qu'on en entendra beaucoup plus parler cet après-midi, mais disons que les vestiges de l'archéologie minière sont des vestiges qui ne sont pas faciles à valoriser, parce qu'on n'emmène pas les gens sous terre comme ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais dès le début de son approche, de sa recherche, il a tout de suite pris en compte la diffusion des informations, la diffusion des résultats, et par le biais de valorisation, comme ce que l'on peut voir à droite. J'avais mis à gauche pour mémoire que sur le site de Brand, nous faisions à peu près la même chose. Je terminerai par un projet avorté, et malheureusement avorté. En 1989, Ricardo avait fait le projet de monter une équipe de recherche sur les mines du sud de la Sardaigne. Et parce que l'idée était, qui était aussi une idée qu'il avait tout de suite développée, était que finalement, l'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, étaient des principaux pourvoyeurs de métal blanc, c'est-à-dire d'argent, pendant la période médiévale. Et donc c'était une chose qui était approuvée, et la Sardaigne pouvait être un point d'ancrage pour cette démarche. Et son idée était de monter une équipe internationale dans laquelle il y aurait eu des Français, vous voyez sur cette image, et était de monter un centre de recherche, ou un point d'ancrage de recherche qui aurait accueilli des étudiants venant d'un petit peu toute l'Europe et qui aurait travaillé sur la question des mines et de la métallurgie. Donc nous avons fait ensemble en 89 un voyage, et avec des projets déjà très concrets, un projet européen donc, mais malheureusement ce projet n'a pas pu finalement être finalisé, et c'est bien dommage parce qu'il y avait une matière intéressante à étudier en Sardaigne, et le souffle de Ricardo aurait permis de porter ce projet qui était ambitieux, gigantesque, mais qui, grâce à lui, aurait pu réellement prendre forme. Donc, ma contribution était peut-être un petit peu limitée parce que j'ai peut-être beaucoup moins travaillé que vous avec Ricardo Frankovic, moins longtemps. Mais je pense qu'il a, je dirais en conclusion, que finalement, par rapport à d'autres pays comme la France, qui est celui que je connais le mieux, l'archéologie, l'histoire des mines est partie un petit peu plus tard, mais elle a tout de suite pris une dimension européenne, intégrée, politique, économique, technique, et il a mis à la disposition de cette recherche tous les moyens qui étaient possibles, en faisant appel à toutes les compétences. Et finalement, cette recherche a avancé à pas de géant en Italie, et je pense qu'elle va être amenée à se développer davantage, j'espère, dans les années qui viennent. Ti ringrazio molto per un discorso molto interessante. Come Paolo ha detto stamattina, Rocca San Silvestro è stata un'esperienza molto importante per Ricardo.
Cioè è importante perché lì lui ha scoperto un legame tra villaggio e paesaggio in una forma molto particolare. Lì lui ha trovato un legame tra studiosi da tutta Europa. Mi ricordo bene il suo interesse nel Etruscan Mines, quella società inglese che lavorava a Rocca San Silvestro. E soprattutto lì lui ha scoperto bene, ha capito bene questo agnello che Giampiero ha parlato ieri tra archeologia di ricerca e la tutela, la valorizzazione. Lì lui ha capito come si può collaborare per sfruttare bene questa collaborazione e mi pare sua felicità nel 96, quando il parco archeologico a Rocca San Silvestro è stato aperto al pubblico, era un momento di grande gioia in sua vita. Ora ho sentito la cave a Rocca San Silvestro ha ricominciato e il progetto, il parco sta in pericolo a questo momento. È qualcosa che tutti noi dobbiamo prendere conto perché per Riccardo, per archeologia medievale, per archeologia generale in Europa, Rocca San Silvestro è stato un posto di grandissima importanza. Allora ti ringrazio di nuovo